À la fête, son amant l'a appelé ça, ce que j'ai dit ensuite a fait que tout le monde s'est arrêté, nous fixant avec incrédulité. Il a levé son verre vers moi tout en lui tenant la taille, là, en plein milieu d'une fête à laquelle je ne voulais même pas assister, sous des guirlandes lumineuses et des rires forcés et tout ce qui donnait à cette soirée l'allure d'un théâtre macabre. Je ne sais pas pourquoi je me suis figé. C'était peut-être le fait que ma femme n'a même pas essayé de s'écarter. C'était peut-être la façon dont elle s'est penchée contre lui, comme si c'était sa place, comme si j'étais un ex-petit ami oublié qu'elle avait largué. Mais pendant ces quelques secondes, tout le reste a disparu. La musique, les gens, la chaleur du vin que je n'avais pas fini. Tout était parti. Juste lui, elle, et moi, debout de l'autre côté d'une pièce qui s'est soudainement transformée en tribunal. Et le pire, c'est qu'il m'a fait un clin d'œil. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas un malentendu innocent. Ce n'était pas un collègue ou quelqu'un de la salle de sport. Cet homme savait exactement qui j'étais et il s'en fichait. En vérité, les signes étaient là des semaines auparavant, le nouveau parfum, les soirs où elle disait être trop fatiguée pour parler, la façon dont elle a commencé à s'apprêter pour aller faire les courses et à mettre son téléphone en silencieux pendant le dîner. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Que je réfléchissais trop, encore une fois, comme je le fais toujours. Que je devrais être reconnaissant qu'une femme comme elle rentre encore auprès de quelqu'un comme moi. Mais ça, c'était délibéré. Je n'étais même pas censé être à cette fête. J'avais une migraine carabinée, une semaine stressante. Je lui avais dit d'y aller sans moi, de s'amuser, de se détendre, de réseauter, mais elle a insisté. Elle a dit que ça paraîtrait bizarre si je n'y allais pas. Maintenant je sais pourquoi. Elle ne me voulait pas là parce qu'elle pensait que je garderais le silence. Elle pensait que je resterais dans mon coin comme je le fais toujours, que je sourirais poliment et que je mourrais à petit feu à l'intérieur. Et c'est presque ce que j'ai fait, jusqu'à ce qu'il me regarde droit dans les yeux, lui serre la hanche et dise, assez fort pour que les gens autour de nous entendent, elle est à moi, maintenant. Les gens se sont retournés. Elle a ri. Il a eu un sourire narquois. Et moi, ai-je demandé en m'avançant lentement. Ma voix a tremblé, non pas de rage, mais de quelque chose de plus profond. De plus triste. Pars, lui ai-je dit, ou tu le regretteras pour toujours. Il n'a pas bougé. Pas encore. Mais quelque chose sur son visage a changé. Comme si, pour la première fois, il réalisait que je n'étais pas juste un élément du décor. Je sais ce que vous pensez. Que j'ai perdu la tête. Que je l'ai frappé. Que j'ai fait une scène. Mais non, ce que j'ai fait ensuite a été plus silencieux et, je crois, bien pire. Mais il n'a pas bronché. Pas à mes mots. Pas à la tension qui se resserrait autour de nous. Pas même quand les gens à proximité se sont tus juste assez pour entendre ce que j'avais dit. Et ma femme, elle n'a pas bougé non plus. Elle se tenait là, à côté de lui, un verre à la main, comme si elle appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus audacieux, de plus nouveau, de plus brillant. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est siroter son vin et détourner le regard. Comme si j'étais celui qui la mettait dans l'embarras, encore une fois. J'aurais dû partir à ce moment précis. J'aurais dû m'épargner le reste de ce que j'ai vu. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, à me consumer sur place, prétendant que j'avais encore ma place dans cette pièce. Knox s'est finalement penché vers moi, d'un air décontracté, comme si nous étions juste deux hommes parlant de football ou de circulation. Tu n'as pas à rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, a-t-il dit, la voix aussi douce que le scotch dans son verre. Tu savais que ça allait arriver. Elle m'a choisi. L'arrogance dans son ton aurait été risible si elle n'avait pas été aussi cuisante. Et de Delaunay, elle n'a pas nié. Son silence était plus assourdissant que n'importe quel cri. C'est à ce moment que j'ai réalisé que la trahison n'était pas seulement physique. Elle était émotionnelle. Spirituelle. C'était des années de petites négligences qui s'additionnaient pour aboutir à cette conclusion brutale. Et en regardant autour de moi dans cette pièce, tous ces étrangers observant la scène comme si c'était un spectacle, j'ai compris que j'avais été effacé de ma propre histoire. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon verre ni fait un discours digne d'un film. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête une seule fois. Puis je suis sorti de cette fête, j'ai descendu la longue allée sous les guirlandes de lumière dorée, passant devant des voitures qui coûtaient probablement plus cher que notre maison entière.
Je n'ai pas regardé en arrière, mais je n'en avais pas fini. Loin de là. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Je ne pouvais pas. J'ai conduit sans direction, juste le silence et le son de mes propres pensées qui se dénouaient. Mes mains tremblaient encore sur le volant. Les phares éclairaient des routes vides tandis que mon esprit rejouait cette scène en boucle, elle, penchée contre lui, la façon dont ses mains se posaient sur sa taille, ses yeux évitant les miens comme si j'étais déjà parti. Je me suis garé près d'une vieille station-service et je suis resté assis là, peut-être 1 heure, peut-être 2, je ne me souviens même plus. Tout ce que je sais, c'est que mon téléphone a vibré quelque temps après minuit. C'était un texto de Delaney. « Salut, désolé que tu sois parti tôt. Tout va bien ?» J'ai fixé ce message comme s'il venait d'une inconnue. Pas la moindre trace de culpabilité. Pas même une fausse excuse. Juste une indifférence désinvolte. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Que étais-je censé dire? Merci d'avoir laissé ton amant annoncer que tu lui appartiens maintenant. On se voit au petit déjeuner. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis allongé sur le canapé quand je suis finalement rentré, fixant le plafond tandis que les heures s'écoulaient lentement. Son côté du lit est resté froid jusqu'à juste avant le lever du soleil, quand j'ai entendu la porte d'entrée se refermer doucement. Elle est entrée sur la pointe des pieds, comme une adolescente rentrant en douce, les talons à la main, son parfum encore frais. J'ai fait semblant de dormir. Elle n'a pas dit un mot. Dans les jours qui ont suivi, tout est devenu plus étrange. Elle a agi comme si de rien n'était. Elle préparait le café, laissait le linge plié sur le lit, regardait ses séries comme d'habitude. Je pense qu'elle a supposé que je n'en parlerai jamais. Et pendant un temps, elle a eu raison. Je n'ai rien dit parce que je ne savais plus quel genre d'homme j'étais. Étais-je pathétique de rester silencieux? Ou serais-je pathétique de la supplier de s'expliquer? Mais le silence me rongeait de l'intérieur. Alors, j'ai pris une décision. Si elle ne voulait pas dire la vérité, je la trouverai moi-même. Et ce que j'ai découvert a tout changé. 3 jours ont passé. 3 jours entiers où elle a fait semblant que tout allait bien entre nous. Elle fredonnait dans la cuisine, scrollait sur TikTok sur le canapé, m'a même demandé si je voulais aller bruncher dimanche, comme si rien de tout cela ne s'était produit. Et peut-être que ça aurait marché si je n'avais pas déjà vu la vérité de mes propres yeux. Peut-être que si j'étais encore la version de moi-même qui croyait à chaque excuse et souriait à travers la douleur, je me serais assis en face d'elle dans un café hors de prix et j'aurais prétendu que sa trahison ne me hantait pas. Mais cette version de moi était morte à cette fête. La 4e nuit, après qu'elle soit allée se coucher, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai ouvert le petit placard dans le couloir, celui dont elle disait toujours qu'il était juste rempli de vieilles chaussures et d'écharpes. Il n'était pas verrouillé, mais il aurait tout aussi bien pu l'être vu le soin qu'elle mettait à le garder. J'ai allumé le plafonnier et j'ai commencé à fouiller. Sous une pile de manteaux d'hiver intacts, j'ai trouvé un sac de sport noir. À l'intérieur, il y avait des vêtements que je ne l'avais jamais vu porter, des reçus de dîner auxquels je n'avais pas assisté, un 2e téléphone, oui, un véritable 2e téléphone, et une carte clé argentée avec le nom d'un hôtel gravé dessus. J'ai fixé ce téléphone pendant un long moment avant de l'allumer. Il n'y avait pas de code de verrouillage. Peut-être pensait-elle que je ne le trouverais jamais. Ou peut-être qu'elle s'en fichait, tout simplement. Les messages étaient tous là. Des dizaines, des centaines. Elle et Knox, des notes vocales, des photos, des projets, des surnoms. Un de ces textos disait, « Il est si fragile. J'en ai presque pitié, mais toi, tu me fais sentir vivante. » Ma poitrine s'est effondrée en lisant ça. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'asseoir. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils construisaient un monde dans mon dos, brique par brique. Et dans leur histoire, je n'étais même pas un personnage secondaire. J'étais un bouche-trou. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis juste resté assis en silence, avec le poids de tout cela qui m'écrasait. Elle dormait paisiblement à l'étage, et j'étais en bas, me noyant dans une vérité que je ne pourrais jamais oublier. C'est là que j'ai décidé que je ne la confronterais pas tout de suite. J'avais besoin d'un plan, quelque chose de discret, quelque chose qui me permettrait de quitter ce mariage comme j'y étais entré, invisible. Après cette nuit-là, j'ai bougé comme un fantôme dans ma propre maison. Chaque pas était calculé. Chaque mot que je prononçais était répété. Je n'ai pas laissé paraître que je savais.
Je ne pouvais pas. Pas encore. Elle continuait de me sourire au-dessus de son café, d'envoyer des textos à son amant depuis la salle de bain, de fredonner en pliant des serviettes que je n'avais pas utilisées. C'était surréaliste de voir avec quelle facilité elle portait deux visages. Je pensais la connaître mieux que personne. Maintenant, je réalisais que je ne l'avais jamais connue du tout. J'ai commencé à rassembler mes affaires, petit à petit. Une paire de chaussures par-ci, quelques documents par-là. J'ai pris des photos de tout ce qui était important. Pièces d'identité, relevé bancaire, notre certificat de mariage, même le collier de ma grand-mère qu'elle ne portait jamais mais qu'elle disait toujours qu'elle me rendrait. Je savais qu'une fois partie, il n'y aurait pas de retour possible. Et je ne voulais laisser derrière moi aucune partie de moi-même qu'elle pourrait transformer en mensonge. La carte clé de l'hôtel me hantait. Je la fixais pendant des heures certaines nuits. Je me demandais combien de fois elle l'avait utilisée. Je me demandais si elle le regardait de la même façon qu'elle me regardait autrefois. Mais je ne l'ai pas suivie. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas crié. Ce n'est pas qui je suis. Je ne suis pas fait pour les confrontations. Je suis fait pour les départs lents et les chagrins silencieux. Mais je ne partais pas sans dire quelque chose. Alors je lui ai écrit une lettre. Ni colérique, ni pitoyable, juste honnête. Je lui ai dit que je savais. Je lui ai dit que j'avais tout vu. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Pas pour elle, mais pour moi. Parce que je refusais de porter sa trahison plus longtemps que nécessaire. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder la maison, la voiture, les meubles. Mais pas l'illusion, pas la version de moi dont elle se moquait dans ses textos. J'ai plié la lettre et je l'ai laissée dans le tiroir du bas de sa coiffeuse, sous les rouges à lèvres qu'elle ne portait plus jamais pour moi. Je savais qu'elle ne la trouverait que bien après mon départ. Jusqu'à ce qu'elle se brosse les cheveux ou prépare ses affaires pour un autre week-end et tombe sur l'adieu qu'elle n'avait pas vu venir. J'avais une dernière chose à faire avant de disparaître. Un dernier endroit à visiter, et c'était l'étape la plus importante de toutes. J'ai conduit 6 heures sans prévenir personne. Sans laisser de traces. Sans répondre aux textos. Elle pensait toujours que j'étais à un séminaire de travail pour le week-end. C'est ce que je lui avais dit avant de partir. Elle n'a même pas posé de questions. Je suppose que c'est le truc avec les menteurs. Ils supposent que vous mentez aussi. Ça les met à l'aise. La personne que j'allais voir vivait dans un chalet si profondément niché dans les montagnes que même le GPS abandonnait à mi-chemin. C'était le seul en qui j'avais confiance pour ce que j'allais faire, car il l'avait fait lui-même des années auparavant. Mon cousin Finn avait disparu après son divorce, laissant derrière lui toute sa vie de banlieue, et vivait maintenant en autarcie d'une manière qui mettait la plupart des gens mal à l'aise. Mais pas moi. J'avais besoin de ce malaise. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait d'être effacé par l'amour et de se réécrire en silence. Quand je suis arrivé, il n'a pas posé de questions, il m'a juste tendu une bière, a fait un signe vers le porche et a attendu. Je lui ai tout raconté, du moment à la fête au deuxième téléphone dans le placard. Je n'ai rien retenu. Je lui ai dit comment je pensais que l'amour signifiait tolérer le silence, avaler l'inconfort, m'excuser d'exister, et comment je réalisais maintenant que c'est exactement comme ça que je suis devenu invisible pour elle. Finn n'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il a dit une seule chose, si tu ne pars pas maintenant, tu finiras par pleurer une vie dans laquelle tu es encore coincé. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Nous sommes restés éveillés tard cette nuit-là à faire des plans, des vrais, une rupture nette, de nouveaux comptes, le transfert du courrier, des arrangements légaux déjà en cours. Les papiers étaient signés et attendaient dans un dossier dans mon sac. Tout ce que j'avais à faire était de les déposer et de disparaître. La dernière chose que j'ai faite avant de quitter son chalet a été de brûler la copie de nos vœux de mariage que je gardais encore dans mon portefeuille. J'ai regardé le feu avaler chaque mot que j'avais autrefois prononcé de tout mon cœur. Cela ne m'a pas rendu plus fort. Cela m'a rendu à nouveau humain. Et quand je suis monté dans la voiture le lendemain matin, je n'ai pas regardé en arrière. Mais le destin, ou l'ironie, me réservait un dernier rebondissement. Je n'avais pas prévu d'être là quand elle arriverait. Honnêtement, je ne pensais pas en avoir la force. Mais quelque chose en moi avait besoin de voir ça. Pas par vengeance, pas par satisfaction, juste pour savoir que c'était réel. Que ce chapitre se terminait vraiment. Qu'elle ne pourrait pas s'en sortir avec des paroles ou transformer le récit en quelque chose de digeste. Alors, je me suis assis dans un coin du bureau de l'avocat,
portant la même veste qui, selon elle, me donnait un air trop simple, regardant la porte comme si c'était la scène finale d'une pièce pour laquelle je n'avais jamais auditionné. Et puis elle est entrée, talons claquants, coiffure parfaite, comme si ce n'était qu'une autre case à cocher sur son agenda de la semaine. Elle ne m'a pas vu au début. Elle était occupée à ajuster ses lunettes de soleil, à discuter avec la réceptionniste, complètement inconsciente que l'homme qu'elle trahissait depuis plus d'1 an était assis à moins de 3 mètres, écoutant le rythme désinvolte de sa tromperie. Quand elle a finalement levé les yeux et m'a vu, son sourire a disparu si vite que c'en était presque comique. Son corps s'est raidi. Elle a essayé de se reprendre, mais c'était trop tard. Le masque était tombé. Il ne restait que la confusion, la panique et une lueur de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur. « Pourquoi es-tu là » a-t-elle demandé, la voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Je n'ai pas répondu. L'avocat l'a fait. Il a fait glisser le dossier sur la table vers elle. Les papiers du divorce, tout est déjà réglé. Pas de drame, pas de dispute, juste des départs propres et des signatures finales. J'avais renoncé à la plupart de ce qui m'était dû. Je ne voulais pas de la maison. Je ne voulais pas de la voiture. Je ne voulais pas de la vie qu'elle avait transformée en mensonge. Je voulais juste en sortir, complètement. Elle a feuilleté les documents comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. « Tu es sérieux » a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé dans les yeux pour la première fois depuis des semaines et j'ai dit, « Tu as fait ton choix. » Je ne fais que le valider. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste fixé le papier, coincé dans la réalité qu'elle ne s'attendait jamais à affronter. Et quand le stylo a finalement touché la page, j'ai senti quelque chose se soulever de moi. Pas du soulagement, pas de la joie, mais la liberté. Une liberté calme, ferme, irréversible. Je me suis levé, j'ai fait un signe de tête à l'avocat et je suis sorti. Et juste comme ça, l'homme qu'elle pensait voir rester pour toujours était finalement parti. Mais je n'allais pas loin, car j'avais encore une dernière chose à faire avant de disparaître pour de bon. 3 semaines. C'est le temps qu'il a fallu avant que son nom ne s'allume sur mon ancien numéro. J'ai failli ne pas le remarquer parce que ce n'était plus moi qui tenais le téléphone. J'avais abandonné ce numéro le jour où j'ai quitté le bureau de l'avocat. Nouveau numéro, nouvelle ville, nouvel appartement où aucune partie d'elle n'existait. Mon cousin Finn m'avait aidé à m'installer. Petit espace, rue calme, nouveau départ. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé sans le poids de devoir marcher sur des œufs. Je n'avais plus à jouer un rôle. Je pouvais simplement être. J'ai trouvé un travail de responsable logistique pour une entreprise locale qui se fichait de qui j'avais été. J'ai recommencé la randonnée, je dormais mieux. J'ai rencontré des gens qui ne savaient rien de mon passé. L'une d'entre eux, une barista nommée Eloan, a commencé à se souvenir de ma commande avant que je ne dise un mot. Son sourire n'était pas lourd de secrets ou de comparaisons. Il était juste chaleureux, honnête. Mais revenons à l'appel. C'est Finn qui a remarqué l'écran. Il m'a regardé et a haussé un sourcil. « Tu veux que je réponde » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a décroché. « Allô ?» Il y a eu un silence, puis sa voix, basse, confuse. « Je crois que je me suis trompé de numéro. »« Vous ne vous trompez pas » a dit Finn calmement. « Mais vous n'avez plus la bonne personne au bout du fil. » Il a raccroché. Je n'ai pas demandé ce qu'elle a dit après ça. Je m'en fichais. Quelles que soient les excuses qu'elle avait en réserve, quelle que soit l'explication qu'elle avait peaufinée devant le miroir, cela n'avait plus d'importance. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amer. Je n'étais rien de tout ça. J'étais libre. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une sortie spectaculaire. C'est la paix. C'est construire une vie si éloignée de la douleur que même les souvenirs ressemblent à des échos dans un canyon où vous ne marcherez plus jamais. Je ne suis plus le même homme qui a écrit nos vœux. Et c'est très bien comme ça, car maintenant, j'écris enfin autre chose. Le reste de mon histoire. Merci d'avoir regardé Reddit Confession. Si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui ne voyait pas votre valeur, racontez-nous dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, partagez un événement historique choquant qui vous fascine encore aujourd'hui. Nous voulons entendre vos histoires, vos réflexions et vos tournants décisifs. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits de vie poignants chaque semaine. Guérissons ensemble.